On va passer maintenant au cœur du sujet avec un premier intervenant. Il s'appelle André Duvillard. Il est délégué du Réseau national de sécurité. C'est un organe de dialogue et de coordination entre la Confédération et les cantons qui met l'accent sur l'organisation de la sécurité intérieure du pays. Ancien délégué du CICR en Irak, en Israël, au Liban, passé par les services du Parlement au sein de la commission de sécurité, ancien commandant de la police cantonale neuchâteloise. Monsieur Duvillard, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions, tout d'abord, merci aux organisateurs de m'associer à cette journée. Je vais essayer maintenant, au cours des 15 prochaines minutes, de vous donner une vue d'ensemble d'un certain nombre d'enjeux dans le domaine des cyberrisques. En consultant le programme, j'ai vu que toute une série d'intervenants vont reprendre, on va dire, par le menu, par le détail, un certain nombre de points que je vais aborder. Je crois que de cette manière-là, ça lancera assez bien la journée. Alors, ça a déjà été évoqué dans les discours d'ouverture. Évidemment, aujourd'hui, on a ces images en tête, qui sont celles du conflit en Ukraine. On assiste à un conflit armé en Europe qui se déroule sur terre, dans les airs et aussi sur les mers. Et pour ce conflit-là, évidemment, il se déroule aussi dans le cyberespace. Et je crois qu'on voit aujourd'hui, en fait, que ce soit au niveau étatique, que ce soit au niveau d'activistes, que ce soit au niveau de criminels, ça fait partie aujourd'hui du conflit. Et juste un tout petit exemple pour vous montrer, on le sait, les criminels profitent toujours des conflits, mais on constatait cette semaine une recrudescence de fraude par rapport aux toutes les campagnes de dons qui sont lancées. Donc, pour vous montrer simplement que ce conflit-là, aujourd'hui, est aussi marqué par ces enjeux. Alors, je vais essayer de vous diviser mon propos en quelques points. Très, très brièvement, je vous expliquerai quel est le rôle du Réseau national de sécurité dans le domaine des cyberrisques. Et puis, je m'attarderai surtout, évidemment, sur les défis actuels de la Suisse dans ce domaine, avant de revenir sur quelques aspects de la stratégie actuelle et de celle à venir. Et en fait, je conclurai encore avec quelques enjeux sur des aspects personnels par rapport à ce qui nous attend au cours des prochaines années. Voilà. Alors, peut-être en introduction, vous avez ici une image. Elle date de 2005. Elle date du 24 décembre 2005 et elle se situe sur la place Saint-Pierre à Rome à l'occasion de la messe de minuit. 2005. Pas si vieux que ça. On retourne au même endroit, quelques années plus tard, 2013. On voit ici l'évolution. En fait, chacun sort son appareil, fait des photos. Et puis on est ici peut-être au cœur un peu du problème, c'est celui de la donnée que vous générez vous, que vous transmettez, et qui est devenue aujourd'hui une valeur, une matière première, parce qu'avec la donnée, on a le savoir, et cet élément-là, et 2013, évidemment, ça s'est poursuivi. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est bien à ce niveau-là qu'on doit prendre conscience de cet aspect. Je suis toujours surpris lorsqu'on entend le retour après une attaque. Oui, on nous a volé des données, mais elles étaient sans importance. Dernier exemple en date, je peux en parler, l'université de Neuchâtel, c'est à peu près le contenu du premier communiqué. Et au fil des jours, on apprend que ce sont des gigaoctets de données qui vont depuis les rondes de l'entreprise de sécurité en passant par des dossiers personnels d'étudiants. Donc je crois qu'aujourd'hui, on doit bien être conscient qu'on est tous en possession de données et qu'on doit prendre un certain nombre de mesures pour les protéger. Rappelez-vous, ce n'est pas si vieux, le premier email. 1971, on était dans un projet militaire des États-Unis. Ensuite, rappelez-vous, votre premier ordinateur personnel. Quand c'est que vous avez acquis votre premier ordinateur personnel? Rappelez-vous, Internet, la première page, c'est seulement en 1981. Et puis aujourd'hui, grosso modo, c'est Swisscom qui le dit, on consomme chaque mois 15% plus de données. Donc c'est aussi la réponse qu'on a donnée avec le développement des réseaux mobiles. Donc on voit ici cette rapidité de ce développement et je crois que ça c'est une des caractéristiques évidemment des problèmes auxquels nous devons faire face. Voilà pour ces quelques repères. Alors le réseau national de sécurité. Alors c'est une idée qui est née dans le cadre du rapport de politique de sécurité 2010 et qui visait à rapprocher la Confédération et les cantons sur les grands enjeux sécuritaires. C'était vraiment d'intégrer l'ensemble des réflexions sur des grands dossiers, des dossiers stratégiques en réunissant Confédération, cantons et communes. Ça s'est mis en place progressivement. J'ai eu la chance d'être le premier délégué du Réseau national de sécurité. Et très rapidement, les risques cyber se sont imposés évidemment comme un sujet qui devait rentrer dans notre agenda. Et ça se fait de manière paritaire. Vous avez ici mes 4 patrons politiques
Alors, c'est le système qui le veut. On a voulu ceci de manière paritaire. 4 patrons politiques, 2 conseillères fédérales, 2 conseillers d'État, qui représentent les conférences de justice et police et des affaires militaires. Et puis, chacun à tour de rôle préside et on alterne canton et confédération. Donc, comme j'aime à le dire, j'ai 4 patrons et en plus, ça, ils changent chaque année. Voilà sur le système. Donc, depuis 2013, nous avons pris en main ce dossier cyber en essayant de rapprocher confédération et canton, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Alors, les défis pour la Suisse. Je crois qu'on prend conscience aujourd'hui qu'en fait, que dans le domaine digital, dans le domaine cyber, il n'y a pas de frontières. On ne tire pas d'avantage ou de désavantage de ne pas faire partie de l'Union européenne ou de l'OTAN. On est simplement, on va dire, traité comme n'importe qui. Donc la Suisse, aujourd'hui, fait face aux mêmes problèmes que n'importe quel État. Elle doit y apporter un certain nombre de réponses. Et on voit aussi qu'on a une forte dépendance, évidemment, par rapport au privé. Et je pense qu'on a pris un peu de temps à prendre conscience, on va dire, des véritables enjeux qui se cachent là derrière. Alors, si on prend les menaces les plus actuelles, vous avez ici ce qu'on appelle le radar grand public du service de renseignement de la Confédération, qui essaye d'analyser les principales menaces. Aujourd'hui, il voit le cyberespionnage, évidemment, qu'il soit politique ou économique, dans les grandes menaces, le vol de données, on y revient, et puis évidemment tout ce qui a trait à l'attaque du e-banking. Alors c'est vrai que parfois, on a l'impression que le principal problème qu'on a aujourd'hui, c'est le ransomware. Oui, mais il y a évidemment d'autres problèmes qui se déroulent. Si on prend dans la criminalité, c'est évidemment tout l'aspect des fraudes. Aujourd'hui, évidemment, Internet est devenu un vecteur extraordinaire qui permet le développement de tous les types de fraudes. Donc je crois qu'on doit bien essayer de garder en tête, d'avoir cette approche holistique sur l'ensemble des problèmes et pas avoir le focus que sur un seul d'entre eux. Donc voilà sur ces différents éléments sur la menace aujourd'hui. Je reviendrai sur certains d'entre eux. Alors, premier aussi défi qu'on a, c'est j'ai appelé ça le cyberfédéralisme. Alors, évidemment, dans ce pays, il y a un certain nombre de compétences entre la Confédération, les cantons, les communes. Et puis, l'autre aspect qu'il y a ici, c'est qu'on a aujourd'hui, on est à peu près d'accord, il y a 3 éléments qui interagissent. C'est la cyberdéfense, donc l'aspect militaire. Il y a l'aspect poursuite pénale, cybercriminalité, puis il y a l'aspect tout ce qui a trait à la sécurité. Alors, pendant un certain temps, on a voulu en faire des silos, en disant, voilà, on a 3 silos, et puis chacun va se débrouiller dans son domaine. Et je crois que c'est la plus mauvaise réponse qu'on pouvait donner au cyberrisque. Et aujourd'hui, un peu, les mentalités sont en train de changer. Alors moi, je le dessine avec ces engrenages. Et vous le voyez ici, hein, la cyberdéfense est une compétence strictement fédérale. Si on prend le domaine de la poursuite pénale, évidemment, ça repose essentiellement sur les cantons. Et puis, en matière de cybersécurité, on est à peu près à 50-50, on dira. Et en fait, ces 3 domaines doivent interagir, déjà entre eux, entre cantons et confédérations. Et dans le domaine cyber, plus particulièrement, on a encore évidemment tout ce qui tourne autour, hein, on va dire l'économie, le domaine académique, la société civile, qu'on doit aussi intégrer dans les réflexions, et ça vous montre le défi. Et puis, il y a quelque temps, on a créé une nouvelle structure, le Centre national de compétences en matière de cybersécurité, qui se trouve au centre, qui doit essayer de mettre de l'huile dans les rouages. Et je crois que là, il y a encore pas mal d'huile à mettre pour les prochaines années. Voilà. Deuxième aspect. J'adore cette caricature de Chapat qui est sortie il y a quelque temps, mais simplement pour illustrer qu'aujourd'hui, dans le domaine cyber, on est face à un enjeu sociétal, et je dirais que c'est une affaire de chef. En 2014, j'assistais à une conférence pour remarquer les 20 ans de la conférence informatique suisse, et la journaliste posait une question à la table ronde à un conseiller d'État en lui demandant, voilà, comment pensez-vous faire face aux cyberrisques? Et la réponse de ce conseiller d'État avait été de dire, j'ai un bon chef informatique et ça devrait pouvoir être réglé de cette manière. Et je crois que c'est peut-être l'erreur qu'on a fait pendant trop longtemps, de penser qu'on avait affaire uniquement à un problème technique. Et en fait, aujourd'hui, c'est un enjeu stratégique, donc il appartient évidemment aussi au chef de s'impliquer. Et ça a été le cas dans tous les domaines, hein. Le chef informatique d'une grande banque cantonale m'a aussi dit un jour, j'ai mis beaucoup de temps à amener ce dossier sur la table du conseil d'administration. Donc je crois qu'aujourd'hui, on doit véritablement prendre conscience. Et les attaques qui se sont passées dans les communes ont aussi montré que finalement, aujourd'hui, dans chaque commune, c'est à l'exécutif, finalement, d'avoir aussi une vision, de prendre des mesures et de ne pas simplement se reposer sur son sous-traitant informatique. Et je crois que ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Autre élément qui me paraît qu'il faut mentionner, c'est celui de l'agilité.
On l'a dit, hein, les choses vont très vite, très vite. Alors évidemment qu'on a un système qui est plutôt lent, hein, si on pense au système législatif, si on pense aux collaborations, aux coordinations, et ici on doit trouver des moyens d'être beaucoup plus agile. Je vous donne un exemple dans le domaine de la poursuite pénale, c'est celui de l'entraide internationale. C'est extrêmement long, c'est extrêmement compliqué. Entre le moment où vous déposez une demande d'entraide, et vous savez que dans le domaine cyber, 80 à 90% des infractions proviennent, on va dire, de l'étranger. Donc évidemment que ce système-là ne répond plus, on va dire, aux attentes, parce que le temps que l'on puisse intervenir à l'étranger, évidemment, beaucoup de mois se sont passés, il est souvent trop tard. Donc je pense que là, on doit aussi essayer de développer un certain nombre de mécanismes qui nous rendent plus agiles, que ce soit entre le privé et le public, mais aussi, évidemment, entre confédérations, cantons et communes. Et puis peut-être ici, dernier élément que j'aimerais aussi mentionner, c'est celui sur la manière de mener les attaques. Alors on en parle beaucoup aujourd'hui, et je crois qu'on assiste quand même à un changement. Notamment, à un moment donné, on avait, on peut dire, des attaques à la chevrotine. Hein. Ça tirait dans tous les sens, et puis on allait bien attraper quelqu'un, peu importe la cible. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on arrive plutôt dans le tir de précision, dans le sens où on vise de manière délibérée des institutions. On sait aujourd'hui que la santé est visée, on sait que d'autres domaines, et donc ça, c'est un changement qu'on doit avoir à l'esprit. Et puis l'autre élément qu'il faut mentionner, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un business, et puis qu'on se partage les tâches hein, dans ce business. Il y a ceux qui créent les logiciels malveillants, qui les vendent, il y a ceux qui les utilisent, qui volent des données, on revend les données à d'autres, qui vont exploiter ces données de manière criminelle. Donc on voit qu'il y a une véritable segmentation aujourd'hui, et ça, on doit le garder à l'esprit. Alors voilà sur ces quelques enjeux. Et maintenant, mais que fait la Suisse? Alors je trouve assez intéressant, moi j'ai pris mes fonctions en 2012, je dois vous dire que le cyber ne me parlait pas. Et je vais vous raconter une anecdote. En février 2012, je conduisais mon dernier rapport de corps à la police cantonale. Et j'aimais bien inviter quelqu'un de l'extérieur sur un sujet qui n'était pas classique à la police. J'ai invité Gérald Verdet, qui travaillait sur la première stratégie et qui est venu présenter ces éléments du cyber-risque. Février 2012. À la fin du rapport, certains de mes collaborateurs m'ont dit « Mais le gars que tu as invité, là, ce qu'il nous a raconté, c'est un peu de la science-fiction. » 10 ans après, tout ce qu'il avait raconté s'est réalisé. Hein. Comme quoi, ce n'était pas de la science-fiction. Mais ça montre aussi simplement la difficulté à appréhender ces éléments. Alors, j'aime aussi bien illustrer ça par rapport à ce travail Confédération Canton. Donc, 2012, le Conseil fédéral adopte la première stratégie nationale. Mais il le fait dans une perspective strictement Confédération. Le train était parti, et puis on avait oublié que dans ce pays, on a aussi des cantons. Donc, on a raccroché le wagon canton au dernier moment, on va dire, hein, juste avant d'arriver à destination, mais c'était une opération, on va dire, un peu de sauvetage de dernière minute. Ensuite, on a eu la seconde stratégie en 2019. Là, les choses se sont un peu mieux passées. Hein, on a essayé de construire un train compact Confédération Canton. On n'a encore pas une composition idéale, et j'ose espérer que pour la troisième stratégie qui est en train d'être élaborée maintenant, qu'on puisse encore progresser dans l'approche commune des problèmes et surtout pour trouver des solutions. Alors, c'est aussi assez intéressant de voir l'évolution. Assez vite, on s'est rendu compte qu'on aurait besoin d'une structure nationale hein, dans ce domaine-là pour avoir une certaine coordination. Le Conseil fédéral s'est longtemps refusé. Hein, il y a eu un tas d'interpellations, de motions et de postulats déposés, jusqu'on dirait à la célèbre motion Joachim Eder, qui vraisemblablement marquera l'histoire, en tout cas dans ce domaine-là. Et il dépose une motion pour la création d'un centre national de compétences, motion qui a adopté massivement par le Conseil des États. Ça a fait qu'un pli au Conseil national, et ça a été évidemment la mise en œuvre de ce Centre national de compétences. Alors je dirais que tout est perfectible, mais on a le mérite d'avoir aujourd'hui un délégué fédéral à la cybersécurité qui développe un certain nombre de projets, et je dois dire avec qui on entretient les meilleures relations, et aussi qui est sensible, on va dire, à la fibre cantonale, et je crois que là on a un premier outil qui nous permet d'avancer. Alors voilà, on verra. Les choses vont évoluer, évidemment, mais je pense que c'est le mérite d'avoir cette structure-là. Deuxième point que j'aimerais relever aussi, qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui, on a un point d'entrée unique. Et j'invite tout le monde à aller visiter la page du Centre national de cybercompétences. Le premier élément qu'on a, on a déjà ici un moyen d'annoncer des incidents. Et c'est assez intéressant de voir de quelle manière il y a une augmentation exponentielle de cette annonce. Donc c'est que les gens ont pris conscience qu'on peut annoncer un incident, à eux de faire le tri. On peut annoncer une vulnérabilité, ce qui est aussi important. Et puis, vous voyez, après, il y a une série
boutons, d'icônes qui sont là dédiés à différents domaines. Et j'aimerais juste mentionner le dernier que nous avons réalisé en collaboration avec le Centre national de compétences, c'est celui qui est dédié aux autorités. On a pensé que les autorités devraient trouver un certain nombre d'informations. Donc c'est en français, en allemand, en italien. Donc voilà, ça c'est un produit qu'on vient de développer. Il n'y a que quelques semaines que ce bouton a été ouvert. Ça faisait suite à toute une série de réflexions. Donc je pense que cette approche est importante d'avoir un seul point d'entrée, de ne pas multiplier les sites où on doit faire les annonces. Évidemment qu'il y a toute une question qui se pose encore aujourd'hui sur le tri entre information générale, entre procédure pénale, comment ça se fait. Mais je pense que là, on a atteint ici déjà un bon degré, on va dire, avec ce site Internet. Voilà, j'en viens maintenant peut-être à quelques enjeux. Alors, évidemment, j'en ai pris 3, mais il y en aurait beaucoup plus. Mais je pense que c'est voilà, basé sur mon expérience maintenant, après 10 ans dans ce domaine-là, et je pense qu'il y en a un qui me paraît essentiel, c'est celui de la sensibilisation. On doit sensibiliser les gens, en fait, à ce qui se passe aujourd'hui, à prendre certaines règles. Alors, j'aime bien prendre cette image-là, parce que c'est celle d'un cambriolage. Alors, on a travaillé beaucoup sur les cambriolages, quand on avait des vagues assez importantes, on a fait des messages de prévention, on a rappelé aux gens qu'il fallait peut-être fermer les portes et les fenêtres, que ça facilitait quand même parfois le travail des cambrioleurs. Et je pense qu'il y a un gros travail qui s'est fait, aussi l'action de la police. On a aussi atteint des bons résultats en diminuant le nombre de cambriolages. Et je pense qu'on doit avoir un travail similaire qui doit se faire dans le domaine de la cybersécurité. Ça passe donc par la responsabilité de chacun à rappeler un certain nombre de règles de base. Alors évidemment, dans cette sensibilisation, il y a la question des mots de passe. Ça paraît évident, mais à chaque fois, combien de fois on constate que les mots de passe sont encore des mots de passe beaucoup trop faciles, qu'on ne les change pas régulièrement, etc. Et ça, ce sont ces règles de base qui doivent être absolument appliquées. Et ce que j'aime dire aussi ici, c'est qu'on doit acquérir un certain nombre de réflexes, vraisemblablement. On doit acquérir aussi, je dirais, une forme de cyber-hygiène. On a réussi à nous inculquer qu'on doit se brosser 3 fois les dents par jour. Ça paraît évident aujourd'hui, et je pense qu'on doit aussi acquérir un certain nombre de réflexes dans ce domaine-là. Autre exemple, il y a plus de 60 ans, la circulation routière était un problème parce qu'il y avait des dizaines et des dizaines de morts sur les routes, des centaines, des milliers de blessés. On a mis en place tout un système qui passe par la législation, qui passe par la création de brigades scolaires, et ce travail se poursuit d'ailleurs aujourd'hui. Et je pense qu'on doit arriver aussi à faire ce travail de prévention dès le plus jeune âge pour éduquer finalement, nous éduquer finalement au comportement dans le monde digital, comme on l'a fait dans le domaine routier. Et ça me paraît un élément essentiel. Voilà, cette cyberhygiène. Alors, on a aussi développé certains éléments en matière d'hygiène des mains depuis 2 ans, mais je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on doit aussi avoir à l'esprit pour la suite. Et puis, dernier point, j'appelle ça contrôle qualité. Alors, on a aujourd'hui tous, on est dotés de multiples appareils qui sont connectés au monde entier, qui sont connectés sur le réseau. On digitalise beaucoup d'activités, alors que dans d'autres activités très physiques, on a multiplié les règles. Si vous voulez aujourd'hui construire une étable, vous devez respecter des tas de normes par rapport aux animaux que vous allez mettre dans cette étable. Si vous construisez une maison, la SIA réussit à ce que ces normes soient imposées comme loi. Et dans le domaine digital, évidemment, qui contrôle les produits que nous acquérons, que nous mettons en réseau? Encore personne. Alors c'est vrai que le défi est beaucoup plus grand, mais je pense que là aussi, on doit essayer de développer un certain nombre d'éléments pour arriver à un meilleur contrôle de ces produits. Voilà. Et puis, pour la fin, j'aimerais rappeler ceci. On est ici face à un problème où il y aura toujours un aspect humain. On ne doit pas, on va dire, complètement digitaliser, on va dire, les cyberismes, mais sachant que derrière tout acte malveillant, il y a un être humain. Il y a un être humain qui est faillible, évidemment. On ne peut pas, dans cette sensibilisation qu'on fait, penser qu'on fera toujours tout juste. Mais on doit réduire le risque, je pense. Et cet aspect-là, il est important parce qu'on ne doit pas oublier ce facteur. Voilà, et puis, j'adore aussi celle-ci de Chapat. Je crois qu'elle va aussi conclure merveilleusement bien cette première introduction. Voilà, de se rappeler sur ce facteur humain et puis penser toujours aux cambrioleurs. Fermer la fenêtre, fermer les portes.
c'est changer son mot de passe, ne pas le laisser, de débrancher son ordinateur, de retirer la carte de sécurité, ces petits réflexes-là qui empêcheront qu'on ait des attaques. Voilà sur ces quelques éléments que je voulais vous donner en introduction, et puis je pense que les prochains intervenants reviendront là-dessus par le détail. En tout cas, merci de votre attention et bonne suite de journée. Merci beaucoup, Monsieur Duvillard. J'avais quand même peut-être juste une question pour vous. Si vous pouvez juste... On ne va pas faire très long, hein. On a un petit peu de temps encore avant la suite. Alors, vous nous avez parlé de ce qui existait, un certain nombre d'informations aussi à disposition des privés comme des publics. Ça, c'est très intéressant. Déjà, est-ce que vous sentez un intérêt pour cette page que personnellement, j'ai découverte aujourd'hui et que peut-être d'autres ont découvert aussi? Je crois que le meilleur indicateur, c'est simplement le nombre de cas qui sont annoncés. Des statistiques sont publiées de manière hebdomadaire pour le Centre national de cybersécurité. Ça a été lancé en pleine pandémie. Alors évidemment que là, il y a eu un pic absolument incroyable parce qu'il y avait toute une série évidemment d'incidents qui étaient relayés. Et je pense que là aussi, ça montre simplement que ce type de page, qui est vraiment une action de l'État finalement en faveur des citoyens, des entreprises et des autorités, il y a un travail encore de diffusion qui doit être fait, de publicité, de marketing pour que ce soit connu. Parce que c'est vrai que trop souvent, je vois encore des gens des fois qui me sollicitent, qui disent « Ah, j'ai vu ceci ou cela ». Je dis simplement « Allez sur la page Internet ». C'est un formulaire extrêmement simple, ce qui permet d'une part aussi d'avoir une espèce de vue d'ensemble un peu des phénomènes qui se passent, et puis aussi peut-être parfois aussi de se coordonner. Donc je crois que ça c'est extrêmement important. On entend aussi souvent mais je ne sais pas quoi faire. Si vous allez sur le bouton entreprise, vous allez trouver aussi des outils qui permettent de faire des évaluations. Vous allez trouver aussi un catalogue des principaux risques actuels. Il y a aussi même une checklist que faire en cas de cyberincident. Donc je crois voilà, ça c'est un outil qui est là. Et il a le mérite d'exister et on essaye surtout qu'il reste le principal outil parce que ce serait faux de vouloir multiplier les initiatives de ce type-là. Est-ce qu'il y a une prise de conscience auprès notamment des acteurs publics? On parle vraiment du premier échelon du fédéralisme, les communes. Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce qu'il y a des moyens? Alors aujourd'hui, je crois qu'il y a une prise de conscience. Et malheureusement, je dirais, après une série d'attaques, on est en train de lancer un projet en collaboration avec le Centre national de compétences pour les communes, un projet par ailleurs qui est issu du canton de Vaud, le projet CyberSafe. Maintenant, il y a 20 communes pilotes qui ont été choisies dans l'ensemble de la Suisse, de manière à ce qu'on puisse faire des audits sur ces communes, leur proposer aussi des outils pour remédier. Je crois que voilà. Et c'est vrai que tout d'un coup, les communes sont venues au centre du jeu, alors même que les 2200 communes de ce pays existent depuis relativement longtemps. Mais je pense que ça montre aussi que ce n'est pas parce qu'on est une petite commune qu'on n'est pas un risque pour l'ensemble. Je crois que je peux ici donner un exemple qui remonte il y a déjà pas mal d'années. Une des attaques sur le département fédéral des affaires étrangères, il y a 13 ou 14 ans, on a par la suite découvert que le point d'entrée avait été une petite police communale d'un petit canton. Donc les attaquants savaient parfaitement où était le point faible. Une commune est reliée à la Confédération d'une manière ou d'une autre. Donc je crois que ça c'est... Alors voilà, les attaques l'ont révélé, il y a un travail qui se fait. Beaucoup de cantons maintenant œuvrent à cet aspect-là. On est aussi en train de préparer une série de mesures avec l'Association suisse des communes pour pouvoir apporter du soutien à ce premier échelon de notre État. Dernière question, il y a quand même urgence à agir. On voit que la sécurité cyber du pays est clairement menacée aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, mais bon, elle l'est depuis longtemps. Vous nous avez montré des exemples. Comment faire face à cette urgence? Est-ce que l'arsenal législatif est prêt à agir rapidement? Alors je crois qu'il faut bien le voir. Je pense qu'aujourd'hui, on a voulu trop longtemps traiter le cyber comme un problème spécifique. Mais aujourd'hui, la digitalisation fait partie de l'ensemble de nos activités. D'ailleurs, on n'a pas besoin de nouvelles infractions au code pénal, puisque le chantage, le ransomware, c'est du chantage, ça existe. Je pense que c'est simplement le vecteur qui a évolué. Après, alors je me base maintenant sur mes 10 ans d'expérience. Il y a eu, la mise en route a été relativement difficile. On avait parfois l'impression je regarde Gérald Vernet, de prêcher un peu dans le désert quand on s'adressait. Je me suis amusé une fois à regarder au Parlement fédéral combien de conseillers nationaux, conseillers d'État étaient vraiment au fait dans ce domaine-là. On dépassait rarement 10. C'est aussi une affaire de génération. Je crois qu'aujourd'hui, alors c'est une impression que j'ai, il y a une véritable prise de conscience, mais elle s'est faite que parce qu'évidemment, on est au cœur du problème. Merci beaucoup, Monsieur Duvillard, pour ces éclairages.